Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là. Non, y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission d'On se lève et on se casse. Dans quelques jours, c'est enfin l'été, et pour celles qui peuvent partir en vacances avec nos chroniqueuses Alice et Chloé, qui sont avec nous ce soir, on s'est dit que ce serait bien de faire une émission sur une activité qu'on aime bien justement, et qui peut être féministe, la randonnée. Mais attention, pas la randonnée en groupe avec un monsieur qui explique comment bien respirer en montée, ni la rando ultra équipée à 300 € la veste, non, on va parler de rando solo, et surtout de ce que ça peut représenter quand on est une femme ou une personne minorisée. Marcher seul, c'est parfois flippant, c'est souvent libérateur, et c'est aussi politique. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Et pour en parler ce soir, on est ravis d'accueillir Marie-Albert. Bonsoir Marie. Bonsoir. Tu es journaliste indépendante, aventurière, autrice, féministe et tu viens de publier Guide féministe de la rando solo en mai 2025 aux éditions Gallimard. Ce livre, c'est donc un guide pratique qui donne des outils concrets pour partir marcher seul, qui interroge aussi la manière dont on se déplace, dont on occupe l'espace, dont on se défait des peurs qu'on subit depuis toujours. Merci beaucoup d'être avec nous. Ma première question, c'est comment la rando solo t'est entrée dans ta vie ? Est-ce que tu te souviens du début ? Ouais, c'était en 2016, j'habitais à Lille, j'étais étudiante en journalisme et je lisais pas mal de livres sur les gens qui voyagent. Et quand je lisais des livres de mecs qui faisaient le chemin de Compostelle, je m'identifiais pas, donc ça me faisait voyager, mais je me disais pas que je pouvais le faire. Et un jour, j'ai lu le livre d'une femme qui avait fait le chemin de Compostelle et du coup, en plus, elle était journaliste et moi, je voulais devenir journaliste, donc je me suis identifiée, elle me ressemblait un peu et tout. Donc je me suis dit, tiens, c'est trop bien si j'allais faire le chemin de Compostelle. Et c'est comme ça que je suis partie en juin 2016, 4 semaines sur le chemin de Compostelle, alors que j'avais jamais marché de ma vie. J'avais 20 ans. C'était pas mon premier voyage solo, mais c'était ma première rando solo. Et l'année d'avant, j'étais partie, j'habitais en Russie. J'étais en échange universitaire à Moscou. Et j'étais partie visiter la Crimée, que la Russie venait d'annexer, pendant une semaine seule, tout simplement parce que mes potes ne pouvaient pas venir ou ne voulaient pas venir. Et du coup, je m'étais dit, c'est la seule occasion de ma vie où je peux aller en Crimée parce que j'ai le visa russe. Après, je l'aurais plus. Et j'avais l'argent. Et du coup, je suis partie. Je me suis dit, bon, personne ne veut venir avec moi, j'y vais toute seule. Je vais m'ennuyer. Donc, j'avais cette inquiétude-là, classique. Et puis, c'était trop bien. À quel point tu avais conscience que ce serait un geste politique quand tu as commencé ? Après, il s'est passé 8 ans. Donc pendant 8 ans, j'ai compris peu à peu que c'était une démarche politique féministe. Enfin, j'y ai mis ce sens-là. Et il y a quelques années, je voulais absolument trouver une maison d'édition parce que j'avais auto-édité mon premier livre, La Puissance, et que je voulais écrire des livres et être payée pour ça. Donc plutôt que d'écrire un truc qui me tenait à cœur à moi, je voulais correspondre au marché du livre. Je voulais plaire aux maisons d'édition, donc je me suis dit qu'est-ce qui n'existe pas, les guides pratiques ça se vend pas mal et tout, les livres féministes ça se vend pas mal, donc j'aimerais bien écrire le guide féministe de la rando solo parce que ça n'existe pas. J'ai fait une étude de marché, c'est facile à écrire parce que je pensais que c'était facile à écrire parce que c'était juste des conseils, c'est pas trop long, pas trop gros. Et puis, ça peut intéresser des maisons d'édition parce qu'il y a de l'actualité, il y a de plus en plus de monde qui fait de la rando, qui fait le chemin de Compostelle. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et je l'ai même eu l'idée, je pense, en randonnant. Où, voilà, je me suis dit, je vais faire ça, puis je vais écrire le dossier. J'ai écrit un dossier et après, je l'ai envoyé aux maisons d'édition. Tu dis que marcher seul, c'est s'approprier l'espace public. Pourquoi c'est encore nécessaire aujourd'hui pour toi ? On n'est pas obligé de mettre une dimension politique quand on part marcher seul. Moi, je le fais.
parce que je pense que en tant que femme seule, en tant que personne minorisée seule, on défie l'ordre établi, on défie le patriarcat. On vit toujours dans un système où on est élevé à devenir des bons petits soldats du patriarcat, du capitalisme. Et donc, on est censé travailler, on est censé se reproduire, fonder une famille. En tant que femme, on n'est pas censé stationner dans l'espace public, on n'est pas censé marcher juste pour marcher, on est censé aller d'un point A à un point B, faire les courses, s'occuper des autres, des enfants, des vieilles personnes, etc. Donc, moi, je me suis rendu compte en plus qu'en tant que randonneuse solo, ça a déclenché beaucoup de réactions. Les gens n'étaient pas indifférents. Donc, si c'était pas normal, ça voulait dire que ça avait une dimension politique. Et plus on sera nombreuses dans l'espace public, moins on subira de violence, moins on aura peur. Et l'espace public nous appartiendra. Donc, il s'adaptera aussi à nous, puisque l'urbanisme est fait aussi pour les hommes valides. Donc, c'est tout un champ des possibles. Et j'avais envie, avec ce livre, que de plus en plus de personnes s'approprient la rue, la forêt, enfin les espaces naturels, parce que c'est pas cool de le laisser aux puissants. Enfin voilà. Quels étaient tes modèles, les gens qui t'ont inspiré à partir seule ? Bah, il y avait cette journaliste. J'ai retrouvé son nom aujourd'hui. Ça s'appelle Alix de Saint-André. Elle avait écrit En avant, route. Donc je l'ai lu il y a super longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, si je le relisais, il y aurait plein de trucs qui ne vont pas. Mais c'est elle qui m'a marquée. Après, plus tard, quand les années ont passé, j'ai découvert Sarah Marquis, qui est une aventurière suisse, qui, elle, fait des voyages de plusieurs mois, voire plusieurs années, à pied, à travers le monde, qui dort seule dans l'espace public, enfin, qui fait des trucs de fou. Donc elle, j'ai lu tous ses livres, elle en a écrit des dizaines. Et donc là, ça m'a vraiment marqué, notamment pour passer le pas du bivouac sauvage, de dormir seul dans la forêt. Voilà. Aussi, dans le livre, tu parles de peur socialement construite. Quelle est la peur, tu dirais, qui t'a le plus freiné au début, avant de te lancer ? C'était la peur du grand méchant loup. Donc, quand je suis partie bivouaquer, quand je suis partie marcher, j'avais pas vraiment de peur. Et c'est après, quand j'ai commencé à dormir dans la forêt en 2020, donc 4 ans après avoir démarré, j'ai fini le chemin de Compostelle et après j'ai lancé mon Survivor Tour, mon Tour de France à pied contre les violences sexistes. Et donc là, je devais faire le Tour de France par les côtes et les frontières. Il n'y avait pas de refuge comme sur le chemin de Compostelle, donc j'étais obligée de dormir sous la tente. Donc j'ai acheté une tente, je n'avais presque jamais dormi sous une tente de ma vie, encore moins dans une forêt en bivouac sauvage. Donc j'avais super peur parce que j'avais intériorisé le mythe du grand méchant loup. Je pensais que j'étais en danger dans la forêt, puisqu'il n'y a pas de protection. Et les premières nuits, je n'ai pas dormi. Et ça a duré... j'ai dormi un peu. Mais ça a duré pendant des mois, des semaines. C'était tellement fort, la peur. Et surtout, dans la forêt, la nuit, il y a beaucoup de bruit, puisqu'il y a des insectes, il y a des petits animaux qui bougent. Et comme on ne voit pas, l'ouïe est développée beaucoup plus que la journée. Et donc, j'avais l'impression qu'à chaque bruissement de feuilles, c'était le violeur, assassineur qui allait venir me dépecer. Et donc, au bout d'un moment, j'ai mis des boules caisses. Mais voilà, il a fallu beaucoup de temps pour que j'apprivoise cette peur. Et comme tout le monde me renvoyait toujours cette même peur dans la tête, en mode, quand je disais que je faisais ça, les gens me disaient « mais t'as pas peur la nuit ?» Et donc forcément, ça a alimenté ma peur. Donc il a fallu beaucoup de temps pour que je m'en détache. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'être la seule au monde à savoir qu'il n'y a pas de danger dans la forêt la nuit, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'humains dans la forêt la nuit. Ça m'a pas freinée, mais c'est plutôt que je pense qu'on devrait, dès qu'on est enfant, aller dormir dans la nature. Il y a plein d'enfants qui le font, par exemple les scouts, mais moi je l'avais jamais fait. Et avec mes parents, c'était pas du tout leur délire. Alors que si j'avais fait du bivouac ou du camping dans ma jeunesse, dans des espaces naturels, en fait, j'aurais jamais eu cette peur. Donc c'est hyper difficile. Quand j'ai commencé, j'avais 25 ans, c'est hyper difficile de déconstruire 25 ans de peur. Et je pensais que j'en étais pas capable. Mais en même temps, je pensais que j'en étais capable, puisque je l'ai fait. Après, ce que les gens m'ont renvoyé comme peur après, ça me saoule. Mais je vais pas arrêter de bivouaquer parce que les gens ont peur. Inversement, est-ce qu'il y a une idée reçue sur la rando solo que tu as complètement déconstruite en marchant ? Il y avait la peur du grand méchant loup, mais je vais pas répéter. Sinon, ma première rando sur Compostelle, ce qui m'avait marqué, c'est que je pensais que randonner, c'était juste mettre un pied devant l'autre. Donc en soi, ce n'était pas un sport et ce n'était pas difficile.
Donc, je m'étais dit, j'ai 4 semaines, je veux aller dans les Landes. Ça fait 800 km par le chemin de Compostelle de Paris. Il faut que je fasse 30 km par jour. Sauf que j'avais jamais marché de ma vie et que j'avais un sac à dos de 7 ou 8 kilos sur le dos. Donc, je devais répéter tous les jours cet effort-là. Le premier jour, au bout de 20 km, j'avais tellement mal aux pieds, je pensais que j'allais pas y arriver. Ensuite, quand je suis arrivée au bout de 30 km, je pouvais même plus me lever de ma chaise. Je pouvais plus monter les escaliers. Et la dame qui m'hébergeait, je me rappelle, c'était à Rambouillet, elle me dit « C'est pas grave si tu repars pas demain, peut-être que t'es pas faite pour ça, c'est pas grave. » Donc, finalement, je me suis débrouillée pour réussir à arriver dans les Landes parce que j'étais têtue, mais j'ai fait du stop, j'ai triché, enfin voilà. C'était juste pas possible. Et je me suis rendu compte que c'est une idée reçue de penser qu'une randonnée, ça doit faire tant de kilomètres et en dessous de 20 kilomètres, ce serait pas une randonnée. Et donc, il faudrait forcément faire des journées complètes de marche. Et aujourd'hui, je sais que mon rythme, puisque je l'ai trouvé, c'est plutôt entre 15 et 20 kilomètres maximum. C'est plutôt ça qui me convient. On peut pas non plus se ravitailler partout. Donc, si on fait de la randonnée en haute montagne, par exemple, ça va être difficile parfois de faire que 10 km par jour. Parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, donc on aimerait s'arrêter. J'aimerais m'arrêter à 10 km par jour, mais en fait, les chemins, ils sont escarpés, il n'y a pas des campings partout, il n'y a pas des épiceries partout, il n'y a pas des refuges partout. Mais bon, je pense quand même qu'on peut choisir nos durées de randonnée, notamment si on ne fait pas de montagne. On vit dans un pays urbanisé, donc c'est globalement possible de faire des petites randonnées. C'est juste moi qui me suis lancé ce défi quand j'ai commencé de faire le plus de kilomètres possible, mais en fait, aujourd'hui... mes randonnées s'adaptent à moi, c'est plutôt ça qui est important. Tu écris aussi que la solitude, ça peut être une force. Qu'est-ce que toi, t'as découvert dans cette solitude pendant tes aventures, pendant tes randos solo que tu as fait ? En fait, je pense que j'ai pris confiance en moi et en mon corps, et que si j'avais été avec quelqu'un, je me serais dit, par exemple un homme, je me serais dit, en fait, c'est grâce à cette personne, si j'arrive à faire autant de kilomètres, si j'arrive à dormir dehors, parce que cette personne m'a montré, parce que cette personne est avec moi, parce que cette personne me rassure. Alors que maintenant, je peux me dire, j'ai appris toute seule à randonner, j'ai appris toute seule à bivouaquer, personne m'a rassurée, personne n'a porté mon sac, personne n'a planté ma tente, donc je sais tout faire. Donc, je peux me protéger moi-même et je peux dormir dans la forêt en toute sécurité. Ensuite, la solitude, c'est vraiment un temps pour moi où je pense qu'à moi, où parfois j'ai pas de réseau, donc j'ai pas d'obligation professionnelle, il n'y a pas quelqu'un qui m'attend à la maison, il n'y a pas des gens qui comptent sur moi. Et donc, c'est, en tant que femme, en tant que personne minorisée, c'est un moment qu'on s'offre et qui permet de retrouver cette liberté qu'on perd dans notre société, dans la vie quotidienne, et d'avoir du bonheur un peu pur. Parce que souvent, les gens disent « Moi, je veux pas voyager solo parce que j'aime bien partager les beaux paysages, les bonnes émotions. » Mais en fait, moi, quand je partage, je profite moins du paysage, je profite moins de l'émotion parce que je suis dans le partage, c'est pas moins bien. Mais quand je suis toute seule, vraiment, je vais voir cette biche, je vais voir cet écureuil, alors que peut-être que si j'étais avec quelqu'un d'autre, on ferait du bruit, on aurait moins le sens de l'observation. Donc, c'est vraiment des moments différents. Et de toute façon, j'ai toujours été solitaire, donc j'ai pas découvert la solitude en randonnant seule. C'est juste que je suis allée de plus en plus loin dans la solitude. Et maintenant, j'en reviens un peu parce que c'est pas très bon pour la santé d'être tout le temps seule, mais de temps en temps, ça fait du bien. Dans ton guide, tu assumes aussi une parole située, tu parles de tes privilèges, du fait que t'es blanche, plutôt aisée. Est-ce que t'as hésité à le faire aussi, franchement, dans un guide pratique ? Ouais, je sais plus d'où ça vient, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand il y a eu l'essor des podcasts féministes, il y avait beaucoup de personnes qui se définissaient dans leur intro de podcast. Et moi, quand j'ai créé mes podcasts Marie sans filtre et Sologamie, j'ai fait pareil. Pour moi, c'était hyper important de me situer, tout simplement parce que je ne suis pas neutre et que forcément, ce que je vais dire, c'est influencé par ma position sociale. Et donc, quand j'écris des livres, c'est d'autant plus important parce que ce livre, il est très influencé, encore une fois, par d'où je viens. Et donc, je me suis définie dans l'intro. Mais après, c'est plutôt le problème de l'autre côté des maisons d'édition. C'est-à-dire, elles ne sont pas du tout habituées à avoir ce genre de définition dans l'introduction. Mes éditrices, elles me disaient « Non, mais t'excuses pas d'écrire. » Je disais « Mais c'est pas une question d'excuse, c'est juste de se situer, c'est normal. » C'est une posture militante un peu, mais malheureusement.
On devrait pourtant faire ça partout. Et du coup, j'ai dû insister. Elles ont supprimé l'extrait, le passage. J'ai dû insister en mode ça, c'est pas négociable. Il y a plein de trucs que j'ai accepté de supprimer, malheureusement. Mais ça, c'est pas négociable. Enfin, vraiment, le fait que je viens d'un milieu bourgeois, c'est par exemple hyper important. Enfin. Avant de continuer notre émission avec Marie-Albert, on va faire une petite pause musicale avec une chanson culte sortie en 1988 qui raconte elle aussi une fuite en avant. Fast Car de Tracy Chapman, c'est l'histoire d'une femme qui prend le volant pour quitter une vie trop étroite. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. We sell drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Vous écoutez toujours l'émission On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Nous sommes ce soir avec Marie Albert, journaliste indépendante et aventurière, qui a sorti en mai 2025 l'ouvrage Rando Solo, le guide féministe aux éditions Gallimard. Avant de retourner à notre interview, c'est l'heure de la chronique de Chloé, notre spécialiste des mythes. Chaque mois, tu relis une histoire mythologique en lien avec le thème de l'émission pour nous expliquer les enjeux de ces récits. Salut Chloé, de quoi tu nous parles ce soir ? Alors ce soir, moi aussi, je vous emmène en voyage. Mais dans la mythologie, quand on pense au voyage, les personnages convoqués dans nos imaginaires sont surtout des hommes. Par exemple, le voyageur par excellence, c'est vraiment Ulysse. Et il y a aussi Jason qui va chercher la toison d'or, Énée qui fuit la ville de Troie en flammes pour un long périple jusqu'en Italie, et bien d'autres encore. Les femmes, elles, voyagent très rarement, et quand elles quittent leur gynécée pour se déplacer, c'est rarement une bonne nouvelle pour elles. On peut penser aux princesses Cassandre et Andromaque qui partent en exil en tant qu'esclaves à la chute de Troie, ou à Io qui erre de continent en continent après avoir été violée par Zeus puis transformée en génisse. Ok, mais il y a bien des exceptions. Oui, heureusement. Et ce soir, je vais justement vous parler du mythe de Psyché. Ah, bonne nouvelle. Dis-nous, qui est Psyché ? Alors Psyché, c'est une jeune mortelle si belle que Vénus en devient jalouse. La déesse charge son fils Eros de la punir, mais dès que le dieu la voit, il tombe lui-même amoureux d'elle. Donc il l'emmène tout en restant invisible dans son palais magique, il l'épouse et il vient lui rendre visite chaque nuit en lui interdisant de chercher à connaître son identité. Donc à chaque fois, il vient la nuit tombée. Poussée par ses sœurs envieuses, Psyché enfreint l'interdit, découvre que son mari est Eros et le perd immédiatement. Mais c'est là que son histoire commence pour de vrai. Psyché, prête à tout pour retrouver Eros, entame alors une longue errance où elle doit surmonter des épreuves imposées par Vénus qui séquestre Eros. Ma préférée, c'est celle où elle doit trier en une nuit un immense tas de graines, une tâche dans laquelle elle est heureusement aidée par des fourmis compatissantes. Psyché réussit chaque épreuve grâce à sa patience et à sa persévérance, et souvent aussi grâce à des aides surnaturelles. Mais elle échoue après la dernière épreuve, donc elle est descendue aux enfers pour récupérer une parcelle de la beauté de Perséphone qui a été cachée dans une boîte, mais prise de curiosité, elle ouvre la boîte et là, elle s'évanouit dans un sommeil de mort. Donc Eros, enfin délivré, intervient. Il la ranime doucement avec la pointe d'une de ses flèches, puis il va plaider sa cause auprès de Jupiter. Psyché devient alors immortelle et épouse officiellement Eros, et ensemble, ils ont une fille, Volupté ou Plaisir, selon les traductions. Ah oui, c'est plein de rebondissements comme histoire, mais il y a des choses sur lesquelles je bloque quand même dans cette histoire d'amour. Ouais, il y a beaucoup de trigger warnings dans cette histoire, à commencer par son mari. Il tombe amoureux d'elle à cause de son apparence, mais il refuse de lui dévoiler la sienne. Mais grâce à son voyage initiatique qui l'amène jusqu'aux enfers, Psyché s'affirme comme un sujet, elle qui a commencé comme un simple objet de désir. Le mythe a d'ailleurs fasciné les psychanalystes. Psyché, ça veut dire, le mot en grec signifie l'âme, mais la psyché c'est aussi le miroir et donc le reflet de la construction de soi. Le psychanalyste Carl Jung, passionné de mythologie, voyait dans ce mythe un dialogue entre le moi et le surmoi, donc entre la conscience et l'inconscient, une réconciliation des contraires. Et d'ailleurs, en parlant de contraire, pour moi, Psyché, c'est vraiment l'anti-Ulysse. Et oui, Ulysse, il devient quoi dans tout ça ? Comme je vous disais au début, Ulysse est vraiment l'archétype du héros voyageur, et même le mot Odyssée, qui veut dire Ulysse en grec, ça évoque un véritable périple. Et pour moi, il y a beaucoup de points communs entre le mythe de Psyché et celui d'Ulysse. Au-delà du voyage, ils affrontent des épreuves, ils passent beaucoup de temps à pleurer, et ils reçoivent constamment l'aide de divinités. Mais leurs buts sont bien différents. Ulysse veut rentrer chez lui pour retrouver ce qui lui appartient, donc son trône, sa maison, sa femme. Son itinéraire, c'est celui d'une boucle qui, à la fin de son voyage, est bouclée. Et de retour à Ithaque, il tue les prétendants de sa femme, il tue les esclaves qui les servaient et il finit par sombrer dans la folie. Donc pour lui, le voyage, c'est un retour à la case départ qui se termine dans la violence et la perte de soi. Au contraire, Psyché, elle, voyage par amour. Son but est plus généreux et son voyage la transforme. Elle devient littéralement quelqu'un d'autre puisqu'à la fin, elle est divinisée. Et donc pour elle, le voyage, son itinéraire, c'est une spirale ascendante qui l'élève de mortelle à déesse. Donc à la fin, elle se trouve elle-même et elle s'ouvre aussi à l'amour, au monde et à la vie.
Et peut-être est-ce cela le propre des héroïnes voyageuses. S'embarquer dans des voyages de découverte, non pour s'approprier le monde et le conquérir comme leurs homologues masculins, mais pour se trouver soi. Et comme d'habitude, une très belle conclusion. Merci beaucoup Chloé. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Alors on est de retour sur notre interview avec Marie-Albert. Marie, ma prochaine question c'est celle-ci. Quand tu pars marcher plusieurs jours, à quoi ressemble une journée type pour toi ? Alors pour trouver un endroit de bivouac, je vais regarder sur ma carte. Dans mon livre, je dis comment trouver des cartes. Et je vais regarder sur ma carte IGN, sur mon téléphone, les zones vertes. Donc les zones vertes, c'est des zones où il y a des arbres. Donc en général, il n'y a pas de barrière, quoi. C'est des forêts ou des petits bois ou des petits bosquets comme ça. Et donc je prévois à peu près le nombre de kilomètres que je veux faire ce jour-là. Et en fonction du point d'eau et du point de ravitaillement, je vais choisir cette forêt. Mais s'il n'y a pas de point d'eau, je vais choisir une forêt où il y a des maisons pas trop loin. Comme ça, je vais toquer chez les gens pour prendre de l'eau. Et après, une fois que je suis dans la forêt, il faut trouver l'endroit où bivouaquer. Donc je vais m'écarter de 50 mètres du chemin. Et je vais essayer d'aller dans un endroit où il n'y a pas trop de ronces, où je suis un peu cachée par les arbres, où je le sens. Genre, mon instinct me dit, là, je me sens bien. Et voilà. Tu racontes que tu dors mieux sous la tente qu'en ville. Qu'est-ce que ça t'apporte de dormir dehors ? Dans mon livre, j'ai écrit « Je dors mieux sous ma tente qu'en ville ». Non. Peut-être, mais je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Peut-être que je l'ai écrit, mais Non, je dors mal sous ma tente. Sauf exception, si vraiment je suis trop éclatée, mais non, je dors pas bien. C'est juste mieux qu'en ville parce que, ça me fait des souvenirs mieux. Mais après, c'est une galère parce que des fois j'ai froid, des fois j'ai chaud, y a des bruits, je me sens pas hyper confortable parce que c'est pas le même confort. Même si j'ai moins peur, il y a toujours un peu ce sommeil de chat où je suis quand même sur le qui-vive s'il y a un danger ou quoi. Donc, ce que ça m'apporte, c'est plutôt, encore une fois, la connexion à l'environnement. Souvent, j'enlève la deuxième toile de ma tente. Comme ça, j'ai juste la moustiquaire et moi, je vois les arbres au-dessus de moi. Et le matin, c'est trop bien de se réveiller et d'enlever mes boules caisses, d'enlever mon masque. Et comme ça, je sors, je fais « Ah, il fait beau ou pas ?» Mais en tout cas, je suis sous les arbres, donc je suis un peu protégée aussi. Et j'entends les oiseaux. Enfin, c'est trop bien, quoi. Je me sens trop bien. La nuit à la Belle Étoile, c'est une nuit où on n'utilise pas la tente. Donc, je la monte quand même à côté parce qu'on sait jamais si pendant la nuit, il y a un problème. S'il pleut, par exemple. Mais du coup, je mets mon matelas gonflable sur ma bâche. Enfin, je dors sur le sol. Et là, c'était plutôt dans les Pyrénées. Ce qui était super bien, c'était de voir la Voie lactée, de voir les étoiles filantes. Je peux pas voir si je me mets dans la forêt ou si je suis sous la tente. Donc ça, c'était trop bien, mais je le fais pas souvent parce que tout le temps que je passe à regarder, c'est aussi du temps que je passe pas à dormir. Et après, pour peu qu'il y ait du vent ou... je me fais piquer par les moustiques. Enfin voilà, c'est pas pareil. Mais j'aime bien faire des nuits à la Belle Étoile de temps en temps parce que du coup, je suis encore plus connectée au vivant et au ciel et c'est trop beau. Je suis pas embêtée par les animaux la nuit. Ce que je dis dans le livre, c'est que les animaux, ils évitent les humains parce qu'ils nous sentent. Et ils ont peur des humains, puisque c'est les humains le plus gros prédateur. Et donc, le seul risque, c'est si je laisse de la nourriture en dehors de ma tente, ce qui m'est déjà arrivé. Donc, je ne recommande pas. Il faut déjà cacher le goût de la... Enfin, faut manger la nourriture. Il ne faut pas que les animaux sentent l'odeur. Et si vraiment on a la nourriture, il faut soit la mettre dans la tente, soit la mettre en hauteur, accrochée à une branche, par exemple. Dans le guide, tu es très honnête sur tes galères. Est-ce que tu peux raconter une galère qui t'a fait grandir ou qui t'a appris des choses, en tout cas ? Qui m'a fait grandir. Quand j'ai lu tes questions, j'étais en mode... Si, oui, plutôt redescendre, ouais. Pas grandir, rapetisser. Donc, sur mon tour de France à pied, je raconte dans mon livre, à l'été 2020... J'étais en Bretagne. La Bretagne, c'est un enfer parce que le tour de la Bretagne à pied, pour avoir une idée, en tout, j'ai mis 4 mois. Tellement c'est découpé, tellement c'est long. Donc à chaque fois, je devais monter sur faire le tour d'une côte et puis redescendre dans les terres, puis remonter. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, je mettais 1000 ans pour avancer parce que c'était très découpé. Donc un jour, j'ai voulu traverser une baie. Parce que si je traversais la baie, ça me faisait gagner du temps. Et à marée basse, des fois, c'est possible de traverser les baies.
Donc j'ai traversé une baie, ça s'est bien passé. Et puis de l'autre côté, il y avait encore une autre baie. Donc j'ai voulu retraverser la baie, sauf que la marée, elle montait. Sauf que je me suis dit, ah, mais ça va, j'ai le temps de passer. Sauf que je suis pas du tout une meuf de la mer, donc j'y connais rien en vrai. Et au milieu de la baie, en fait, il y avait le courant, il y avait le petit ruisseau qui commençait à remonter. Et moi, plutôt que de faire demi-tour, je me suis dit, c'est pas grave, je vais avoir de l'eau jusqu'aux cuisses, jusqu'aux genoux. Et en fait, plus j'avançais, plus il y avait de l'eau qui montait jusqu'à, au bout d'un moment, mes épaules. Et j'avais mon sac à dos, j'avais mes bâtons de marche, j'avais mes vêtements, c'était pas du tout adapté. Et surtout, j'ai commencé à paniquer parce que je voyais que derrière moi, il y avait l'eau qui montait, devant moi, il y avait l'eau qui montait et que la côte, elle était encore loin. Et donc, j'ai commencé à crier, je dis « À l'aide, au secours !» Et puis, tout d'un coup, j'ai vu un phoque en face de moi. Enfin, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment passé. Et du coup, j'ai dit au phoque « Viens m'aider !» Sauf qu'il n'en avait rien à foutre. Et du coup, après, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix, il fallait que je continue à avancer parce que mine de rien, j'avais toujours pied. Et du coup, je suis arrivée de l'autre côté. Finalement, je suis pas du tout morte, mais j'avais eu peur de mourir. Et j'étais pleine de vases. Donc en fait, le temps que j'avais gagné à traverser ces 2 baies, je l'ai reperdu après parce que j'ai dû me remettre de mes émotions, aller chez une personne qui m'a hébergée pendant 2 jours pour que je fasse laver et sécher toutes mes affaires. Donc c'est tout ça pour dire qu'il faut regarder les horaires des marées et qu'il ne faut pas traverser des baies à marée montante. C'est très dangereux, il y a plein de gens qui meurent comme ça tous les ans. Est-ce que ça t'est arrivé de regretter de ne pas avoir rebroussé chemin à temps ? Parfois. Oui, parce qu'en rando, il y a beaucoup de réticence à faire demi-tour chez moi et chez plein de gens parce que c'est très frustrant d'avoir marché tout ce temps pour se dire « Ah non, je vais faire demi-tour, donc je vais perdre du temps. » Donc autant couper à travers champs, voilà, ce genre de choses quand on est perdu, mais très mauvaise idée. Donc la deuxième galère que je raconte dans le livre, c'était en 2019, donc 1 an avant. J'étais en rando dans le Tarn avec une chienne et j'étais arrivée au bout du chemin. Et en fait, à l'époque, j'étais pas très bien organisée. Maintenant, je fais plus de tout ça. Et je savais que sur ma carte, il y avait une route pas loin. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que la route, elle était en haut d'une colline. Et qu'entre moi et la route, il y avait une décharge de granit. Donc ça voulait dire que je devais escalader une décharge de pierre. Ce qui est hyper dangereux. En plus, j'avais une chienne qui n'était pas à moi. Donc je risquais aussi sa vie. Et du coup, plutôt que de faire demi-tour, ce qui m'aurait pris des heures, j'ai emmené avec moi la chienne. Enfin, on a monté la décharge. Et les blocs de granit, ils étaient même pas stables. Donc on pouvait tomber. Et on arrivait en haut et j'étais écorchée partout. Et enfin, voilà, c'était horrible. Mais pareil, j'ai survécu. Donc il faut rebrousser le chemin. Dans ce livre, tu parles aussi beaucoup de ton corps sous différents angles, la gestion de la douleur pendant tes marches, la gestion des odeurs, la gestion des règles aussi. Est-ce que tu dirais que marcher, ça t'a permis de faire la paix avec ton corps sous différents angles ? Ça dépend ce que tu appelles par corps, parce que est-ce que c'est la forme de mon corps ou est-ce que c'est le fonctionnement de mon corps ? Ça m'a appris plein de choses. Quand je suis partie, j'étais pas sportive, donc j'ai perdu 5 kilos. Maintenant, j'ai des muscles qui sont jamais repartis parce qu'en fait, je fais beaucoup de sport. Donc, ça m'a développé mon intérêt pour le sport. Même quand je randonne pas, je fais d'autres sports. Et après, sur les règles, j'étais déjà très à l'aise avec ça. Mais disons que vider sa coupe menstruelle dans la forêt, c'est assez marrant. Et en même temps, c'est très, très chiant parce qu'on peut pas se changer autant qu'on veut. On n'a pas accès à de l'eau courante. Donc, cette année, je vais me faire stériliser et je vais me faire opérer et je vais utiliser une méthode qui va supprimer mes règles et ce sera beaucoup plus pratique parce que vraiment, j'ai pris confiance en mon corps et maintenant, je me sens forte, mais pas pour tout. En tout cas, pour la rando, oui, ça va. Je vois que je peux soulever un sac lourd et j'ai découvert aussi l'intérêt des bâtons de marche dont je parle dans le livre qui sont très importants et qui aident à muscler tout ça. Donc voilà, pour les douleurs, c'est aussi j'ai appris à gérer les douleurs effectivement parce qu'il y a toute une histoire des tendinites, voilà, se fouler la cheville et moi je sais comment gérer ça chez moi parce que des fois je marche pendant 3-4 mois d'affilée donc en fait si j'ai mal un jour, le lendemain il faut que je reparte. Donc ouais, j'ai appris à gérer tout ça. Quand c'est pas une douleur grave, quand c'est juste une mal à un muscle ou un tendon ou une articulation, j'essaye de continuer, c'est-à-dire de pas écouter la douleur. Parce que moi, chez moi, si j'écoute les douleurs, je fais plus rien. Mais c'est parce que c'est moi. Je sais qu'à chaque fois que j'ai écouté mes douleurs, si c'est des douleurs pas graves, je veux dire, si je me blesse vraiment, c'est pas le cas, mais quand
quand c'est pas grave, je continue à marcher. Et en fait, mon corps, il m'envoie juste des signaux en mode « je veux que tu arrêtes de marcher ». Et tant que ces signaux sont pas trop forts, j'estime, enfin voilà, j'ai rien de cassé, je peux continuer à marcher. Et même, c'est ce qu'on recommande aujourd'hui aux gens qui ont des petites entorses, c'est de continuer à bouger. Donc en fait, voilà, j'essaye de pas trop forcer, mais de pas trop m'écouter. Parce qu'à un moment donné, j'avais aussi une douleur chronique à la vulve qui s'appelle la vestibulodynie. J'ai eu ça pendant 5 ans. Et en fait, c'est le jour où j'ai appris qu'il fallait que j'arrête de l'écouter que j'ai commencé à me soigner. Mais bon, c'est bien plus compliqué que ça. Mais la rando, ça m'a aussi appris à penser à autre chose. Parce que quand on a une douleur, on peut y penser toute la journée. Et en fait, ça n'aide pas. Pour moi, la rando, c'est juste marcher dans le seul but de marcher. Donc, si on a une douleur ou si au début, on n'est pas musclé, en fait, on peut juste partir faire des petites marches, des petites randos. Donc, pour moi, ça ne peut pas aggraver une douleur. Encore une fois, si vous êtes blessé, si vous avez quelque chose de cassé, par contre, il faut voir avec votre médecin. Mais dans mon cas, vraiment, mes petites douleurs, j'ai à chaque fois remarqué que plus je marchais, moins elles étaient présentes. Et en fait, c'est normal en rando d'avoir des petites douleurs toute la journée parce que le corps n'a pas envie de porter un sac de 10 kilos et de marcher 20 km. En fait, quand je dis que c'est trop bien, c'est pas toute la journée trop bien, en fait. C'est dur, ouais. Ça tire. Et puis après, moi, ce que je conseille dans le livre, c'est de prendre des chaussures montantes de rando parce que moi, j'ai tendance à souvent me tordre la cheville. Il y a des fois où je me tordais tout le temps la cheville. Maintenant, depuis que j'ai des chaussures montantes, je me tords plus la cheville. Donc, ça limite quand même les désagréments. Enfin, on peut aussi adapter son équipement à son corps. Et alors aujourd'hui, quand tu croises un homme seul sur un sentier, comment tu réagis instinctivement ? Bah, je prends mon bâton de marche, je le mets côté pique et je lui mets dans l'œil. Non, bah je réagis pas. Enfin, en fait, je dis plus bonjour. Ouais. Non, mais je dis plus bonjour en fait. Donc, s'il me dit bonjour, je réponds. Mais en fait, j'ai remarqué, même en ville, hein, enfin, j'habite à Cherbourg, donc dans un petit quartier, donc où les gens se disent bonjour globalement, contrairement à Paris. Mais je dis plus bonjour aux hommes et j'ai remarqué que la plupart me calculent même pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent pas bonjour. C'est eux qui sont mal polis. Alors que les meufs, elles me disent tout le temps bonjour, quoi. Et du coup, maintenant, j'essaie de me concentrer sur les femmes et les enfants. Et c'est trop drôle parce que dans les Pyrénées, j'avais commencé à faire ça, à dire bonjour aux enfants. Et en fait, les enfants, ils sont tellement choqués qu'une adulte inconnue les calcule parce qu'ils sont habitués à être invisibilisés. Genre, du coup, des fois, ils comprennent pas. Ils pensent que je parle à leurs parents et moi, je dis bonjour. Mais après, les hommes, il y a pas longtemps, il y avait une personne qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait lu le livre et qu'elle était, voilà, elle s'identifiait comme une personne à genre, mais qu'elle était perçue comme un homme dans la société. Et elle me disait, mais comment est-ce que je fais quand je croise des randonneuses ? Tu me conseilles de leur dire bonjour ou pas ? Et moi, je dis, bah oui, tu peux leur dire bonjour poliment. Et donc, moi, je répondrais si je le rencontrais. Mais, enfin, il n'est pas question de harceler la personne. Voilà, c'est ça. Moi, je me protège en ne disant plus bonjour parce que j'ai l'impression que quand je leur dis bonjour, ils prennent ça pour une invitation, genre. Et je ne les regarde pas dans les yeux, en fait. Je fais comme si je les voyais pas. Puis au dernier moment, je la regarde et là, je vois, ah non, il m'a pas dit bonjour. Après, en rando, la plupart des gens disent bonjour. Quand même. Là, je parle plutôt, voilà, quand je fais des trucs plus en ville ou à la campagne, où là, c'est vrai, ils disent pas trop bonjour. Dans ce guide, tu partages aussi des stratégies concrètes, mentir sur ta situation, dire que t'es géolocalisé, dire que t'es en couple. Est-ce que tu les as mises au point seul ou avec d'autres ? Moi, je mens jamais, donc je dis la vérité. Bon, c'est peut-être un problème. Mais du coup, c'est plutôt qu'il m'est arrivé des mésaventures, notamment une fois où j'étais sortie avec un randonneur. Puis après, on était tombés amoureux. Et puis après, on n'était plus sur le même chemin. Puis au bout d'un moment, je l'avais quitté par message. Enfin, pas par message, je l'avais quitté. Et lui, il est venu me poursuivre sur le chemin. Me harceler. Mais en fait, comment il a su où j'étais ? Parce que sur Twitter, j'avais ma localisation quand je tweetais. Ça, je me rappelais même pas. Et du coup, il est allé sur le chemin, il montrait une photo de moi aux gens pour leur demander s'ils m'avaient vu. Il m'a poursuivi pendant plusieurs jours, c'était horrible. Et moi, je ne savais pas. Et au 3e jour, je suis tombée sur lui dans un port, donc heureusement, il y avait d'autres gens. Et du coup, j'ai dû porter plainte pour me débarrasser de lui. Enfin, c'était un enfer. Donc maintenant, même avant, j'essaye de pas montrer ma localisation. Enfin, c'est évident. Quand je vois des hommes randonneurs, je sais pas, ils font des lives
sur Instagram ou TikTok où ils disent où ils sont et les gens les rejoignent pour leur apporter à manger ou quoi. Enfin, moi, si je fais un live et je dis où je suis, on va pas m'apporter à manger, en fait. Enfin, c'est hyper risqué, donc je peux pas faire ça. Donc oui, je dis pas exactement où je suis. Quand je suis en bivouac, je dis la ville d'à côté. Si j'ai vraiment besoin de le dire sur le réseau, je dis la ville d'à côté. Je montre absolument pas ma localisation au public. Et par contre, j'envoie ma localisation exacte tous les jours à mes proches, que j'appelle mes copilotes. Donc, c'est des gens qui sont censés déclencher la gendarmerie, pour peu que la gendarmerie en ait quelque chose à foutre. Si jamais je disparais, au bout de 24-48 heures, ils sont censés vérifier où je suis, mes copilotes, et alerter les autorités si je disparais. Et même, ils sont censés, eux, mes copilotes, venir me chercher sur le chemin, puisqu'ils ont ma dernière localisation. Enfin, je leur envoie aussi mon itinéraire. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut faire comme ça pour se rassurer. Ça, avant tout, pour se rassurer et rassurer ses proches, parce que pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin, vu que j'ai jamais disparu. Et puis, je parle aussi de l'autodéfense féministe, qui est aussi un moyen, par des stages, d'apprendre à se défendre et qui est très important. Tu racontes aussi que quand tu marches seule, tu as l'impression que certains hommes ont peur de toi quand tu marches vite, parfois sale, déterminé. Est-ce que c'est une sensation nouvelle de sentir ce rapport inversé ? Est-ce que marcher seule, c'est aussi une façon de reprendre un pouvoir qu'on t'a enlevé ? Oui, puis c'est très important quand j'ai peur sous ma tente, vu que c'est pas une peur rationnelle. J'ai beau me dire, je suis en sécurité, des fois ça marche pas. Donc comme je sais mettre KO n'importe qui en 3 secondes grâce à des stages d'autodéfense, je peux me rassurer, je peux me dire n'importe qui arrive dans la tente, je le défonce. Donc en fait, il n'y a pas de risque. J'ai jamais eu besoin d'utiliser cette technique, mais de temps en temps, je refais des stages d'autodéfense parce que justement, j'oublie. Voilà, vu que je ne le pratique pas, heureusement. Et du coup, j'en fais un dans 1 semaine de stage à Lyon. Et dans ces stages, on apprend aussi l'autodéfense émotionnelle et verbale, parce qu'on peut avoir plein de raisons de se défendre dans la vie, notamment verbale, heureusement, pas que physique. Notamment, avec ses collègues, avec sa famille. Et donc, ça m'est utile dans plein d'aspects de ma vie. Et il faudrait que tout le monde fasse ces stages, parce que c'est trop bien. Je sais pas s'il y a des hommes qui ont peur de moi. Enfin, en fait, c'est moi qui extrapole, parce que c'est vrai que des fois, ils me parlent pas, mais comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'ils sont juste pas polis. Mais c'est aussi une façon pour moi de me rassurer, c'est que quand les gens me disent « t'as pas peur dans la forêt, n'importe qui peut venir te trucider », en fait, non, enfin, c'est très bizarre, mais les gens, ils vont pas aller trucider une espèce de meuf chelou qui dort dans les bois. Enfin, voilà, je suis sale, je suis avec mes bâtons de marche, je suis avec mon sac à dos, je suis grande, j'ai l'air déterminée. Je vais choisir je m'enfonce dans la forêt comme ça pour choisir un endroit de bivouac et je fais attention avant ça de pas être suivie. Donc en vrai, je pense que j'impressionne les gens au quotidien par ce que je fais, dans les gens que je rencontre. Après, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas impressionnés. Mais j'aime bien me dire ça, que je ressemble un peu à une sorcière. Avant de terminer la discussion avec Marie-Albert, on vous propose d'écouter un morceau signé Boy Genius, le super groupe formé par Phoebe Bridger, Lucy Dacus et Julian Baker. Elle chante ce moment où on a juste envie de tout laisser derrière, de partir seul ou avec son chien, dans un vaisseau spatial ou sur un sentier. On écoute Me and My Dog de Boy Genius. We had a great day, even though we forgot to eat, and you had a bad dream, and we got no sleep, 'cause we were kissing. I had a fever, until I met you. Now you make me cool, but sometimes I still do something embarrassing. Said I'd be alright, just thought I could hold myself together, but I couldn't breathe, I went outside. Don't know why I thought
I'm fine now, it doesn't matter. I didn't wanna be this guy. I cried at your show with the teenagers. Tell your friend I'll be alright. In the morning it won't matter. I wanna be emaciated. I wanna hear one song without thinking of you. I wish I was on a spaceship, just me and my dog in an impossible view. I dream about it, and I wake up C'était Me and My Dog de Boy Genius. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance du mardi soir. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre deuxième chroniqueuse, Alice, qui nous fait découvrir les autrices qui ont reçu le prix Nobel de littérature à travers les années depuis sa création. Dans quel pays est-ce qu'on va voyager cette fois-ci, Alice ? On part pour l'Afrique du Sud avec Nadine Gordimer, qui a reçu le prix Nobel en 1991, soit 25 ans après la dernière femme, Nelly Sachs, en 1966. 25 ans, c'est vraiment trop long. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Nadine Gordimer ? Elle est née en 1923 à Springs, dans ce qui s'appelait à l'époque l'Union d'Afrique du Sud. Son père est lituanien et juif, et sa mère anglaise et chrétienne. Elle évolue dans un milieu bourgeois blanc et anglophone. Elle grandit donc dans ce qu'on appelle le régime de l'apartheid. C'est un système en fait de ségrégation absolue, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. D'une santé fragile, elle passe en fait son temps à lire et écrit sa première nouvelle à 9 ans, inspirée de la fouille de la chambre de sa domestique noire. Devenue adulte, elle se fait connaître en 1958 avec son roman Un monde d'étrangers. Il raconte l'amitié impossible entre un Anglais et un Sud-Africain. Le roman est bien sûr aussitôt interdit par le gouvernement, et ce sera le cas aussi pour ses livres suivants, jusqu'à ce que le régime cède sous la pression internationale à cause de sa notoriété. En parallèle de sa carrière littéraire, elle s'engage dans la lutte anti-apartheid aux côtés de Nelson Mandela. Elle restera toute sa vie dans son pays, refusant de fuir en fait à l'étranger comme d'autres opposants blancs. Elle meurt en 2014 à l'âge de 90 ans. En tout, elle a publié 15 romans et 200 nouvelles. Les livres de Nadine Gordimer y s'apparentent en fait à ce qu'on appelle le roman réaliste. Elle développe des intrigues personnelles pour mieux parler de la société, pour proposer une analyse socio-économique à travers la psychologie et l'intimité de ses personnages. Son style est qualifié de direct, sec et efficace. Ok, et pour la chronique, tu as lu quel livre ? J'ai lu Vivre à présent, un roman publié en 2012. Il raconte l'histoire d'un couple d'anciens militants anti-apartheid, Steve, un ingénieur chimiste blanc, et Jabou, une avocate noire. On suit leur vie pendant près de 15 ans. Suite à la chute du régime, ils construisent pas à pas leur vie de famille, après avoir lutté, fabriqué des bombes et été emprisonnés en tant que résistants. Comment du coup maintenant reconstruire une vie et surtout construire une nouvelle société après des siècles de violence et de racisme ? Mais s'il a été écrit en 2012, c'était son dernier livre, non ? Oui, effectivement, c'est son dernier roman. Et en le lisant, en fait, j'ai vraiment eu la sensation de lire des mémoires, comme une sorte d'analyse et de conclusion de la vie de lutte de Nadine Gordimer. À travers ses personnages, elle fait en fait le bilan politique et sociétal de la lutte. Elle décrit des décisions personnelles à faire dans une société traumatisée,
qui sont parfois en contradiction avec les anciennes idées qui étaient défendues. Elle aborde également les désillusions de la démocratie et la corruption des politiciens, anciens héros contre l'apartheid. En fait, j'ai vraiment apprécié ce livre pour sa dimension sociétale et politique. J'avais vraiment peu de connaissances sur la société, l'histoire et la politique en Afrique du Sud. J'ai vraiment eu parfois du mal à comprendre l'analyse de l'autrice et j'ai du coup beaucoup appris de ma lecture. La psychologie des personnages, des rapports entre blanc et noir est développée d'une façon précise et poignante et j'ai vraiment eu l'impression d'un livre testament que Nadine Gordimer livre au monde avec un message d'espoir comme un point final à son œuvre. Bref, je ne peux que vous inviter à la découvrir ou la redécouvrir cet été. Merci beaucoup Alice, ça donne encore envie d'avoir une grosse pile à lire. Je pense que cet été, je vais avoir beaucoup de choses à lire. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. On est de retour avec Marie Albert et son guide de la rando solo féministe aux éditions Gallimard, dispo en librairie. Marie, quand tu parles dans ton guide du plaisir d'écrire en marchant, tu parles aussi de garder un carnet d'idées. Est-ce que la marche, ça t'aide à créer en solo ? Ouais, en fait, quand je marche, j'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête, comme plein de gens qui marchent. Et donc, parfois aussi, j'ai des idées quand je marche pas, par exemple quand je suis en bivouac. Et comme je suis pas sollicitée toute la journée, j'ai plus de créativité, je m'ennuie, donc j'ai plus d'imagination. Et donc sur mon téléphone, j'ai une petite application de notes, donc qui marche bien sûr hors réseau, et j'écris plein d'idées que j'ai. Donc ça peut être des idées qui vont me servir dans mon boulot, donc des idées d'articles, des idées de livres, mais aussi des idées, de réflexion philosophique sur ma vie ou politique, ou alors des choses que j'ai envie de faire quand je reviens à la vie normale, parce qu'en fait là, j'ai pas de confort. Du coup, je me dis, tiens, je vais me décolorer les cheveux. Je vais acheter ce truc, j'en ai trop besoin. Et puis aussi, je parle à voix haute à moi-même, souvent, quand je marche. Et du coup, j'essaie de trouver des solutions à mes problèmes ou de décortiquer mes relations avec telle ou telle personne. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Et dans le livre, j'ai interrogé d'autres randonneurs et randonneuses qui me parlent notamment de une personne qui est artiste. Elle me parle de à quel point c'est vital pour elle d'aller dans la nature pour justement créer en fait des œuvres. Donc ça peut servir à plein de monde. Par exemple, les personnes qui dessinent. J'ai une amie, elle fait de l'aquarelle en voyageant, donc et après elle les revend. Enfin en fait, ça peut servir à plein de choses. Est-ce que tu as tendance à écrire certaines parties de tes textes, que ce soit des articles ou des pensées ou tes podcasts ou ton livre même en marchant à voix haute ou mentalement? Est-ce que tu enregistres tes pensées avec, je sais pas, un dictaphone quand tu marches? Non, j'écris pas pour les livres, mais pendant mon tour de France à pied, j'enregistre des épisodes de mon podcast Sologamy où je raconte les dingueries qui m'arrivent. Et du coup, le soir quand je suis en bivouac, je vais noter tout ce que j'ai envie de dire dans le podcast, et ensuite je vais m'enregistrer. Donc ça peut arriver. Mais quand je marche, c'est pas très pratique d'écrire en même temps. Non. Après, je pourrais m'enregistrer, mais j'avoue, je préfère être posée quand même. Est-ce que tu te verrais un jour organiser des marches collectives ou féministes? Si, c'est trop drôle comme question. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu cette idée, je vais créer un concept qui s'appelle les bivouacs avec Marie. Et en fait, je vais inviter des personnes à bivouaquer avec moi, en mixité choisie, et on va aller randonner et faire 1 ou 2 nuits en bivouac. Et c'est pour un peu passer cette peur, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, c'est trop cool ce que tu fais, mais je ne pourrai jamais. J'ai trop peur. » Donc je me dis « Venez, on va bivouaquer ensemble, je vais vous montrer, comme ça je peux aussi donner mes conseils en live et tout. » Parce que j'ai trop envie finalement maintenant de randonner aussi avec plus de gens. Et puis l'idée, ce serait que ce soit gratuit, qu'on soit en petit comité comme ça et qu'on fasse ça, en région parisienne ou en Normandie, là où j'habite. Et c'est trop cool de pouvoir un peu partager avec d'autres personnes qui débutent peut-être la randonnée. Et surtout de créer l'inverse de ce qui se fait en club ou en rando groupé habituellement, où c'est des mecs qui vont guider une rando, où on doit suivre leur rythme, qu'ils imposent. En fait, c'est l'inverse qu'on doit faire en rando, c'est mettre la personne la plus lente en tête, et c'est elle qui donne le rythme. C'est comme ça qu'il faut faire. Et on s'adapte en fait à la personne qui a le plus de difficultés. Enfin, c'est juste normal, on n'est pas là pour péter un record. Donc j'aimerais bien faire ça, les bivouacs avec Marie. Tu trouves ça bien ? Je sais pas.
Parce que, encore une fois, ce serait du travail gratuit. Donc, peut-être une fois par an, mais il faudrait que j'organise, tu vois. Il faut aussi que je choisisse des personnes qu'on ait les mêmes valeurs, que les personnes aient un peu de matériel. Enfin, voilà, c'est quand même un peu d'organisation. S'il y avait un chapitre bonus à ton livre aujourd'hui et à ton guide, qu'est-ce que tu y mettrais ? Non, j'ai tout mis dans mon livre. Mais, depuis que le livre est sorti, il y a plein de personnes qui m'écrivent pour me dire justement ce qu'elles en ont pensé et qu'elles partent la semaine prochaine en voyage solo et qu'elles vont s'en servir. Donc j'aimerais bien, mettre un retour sur le livre avec les témoignages, encore plus de témoignages de personnes justement qui ont utilisé le livre et voir quels conseils les a plus aidés. Et des fois, c'est des trucs très matériels. Les personnes me disent « Ah, tu parles de ça dans le livre, c'est quelle marque, c'est quel modèle ?» Et souvent, c'est plutôt genre général. Elles disent, en fait, ça donne envie de se lancer, ça donne envie de partir. Et ça, c'était le plus important, quoi. Et ma dernière question avant la fin, c'est est-ce que si tu pouvais partir ce soir, seule, pour camper n'importe où est-ce que tu irais ? Dans quelques semaines, je pars en rando solo, en Suisse normande. Donc, c'est en dessous de Caen, dans l'Orne. Et ça ressemble apparemment à la Suisse. Et c'est magnifique, il y a du dénivelé, c'est en pleine nature, personne connaît, c'est totalement sous-coté, donc je vais faire le tour de la Suisse normande, j'ai trop hâte. Et sinon, mon tour de France à pied reprend le 1er septembre à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, et je longe la côte méditerranéenne jusqu'à Menton, à la frontière italienne. Et j'ai trouvé un chemin qui passe pas le long de la côte, parce que certes la côte c'est magnifique, mais il n'y a pas de sentier en fait, donc c'est l'enfer, c'est que des trucs urbanisés, genre Saint-Tropez. Donc j'ai trouvé un chemin qui est une ancienne voie romaine qui s'appelle la Via Aurelia, qui va littéralement de Arles à Menton. Et qui passe un peu dans l'arrière-pays provençal, quoi. Donc j'ai trop hâte. Je pars 1 mois, dont 2 semaines avec... 1 semaine avec ma sœur, n'importe quoi. 1 semaine avec ma meilleure amie et 1 semaine avec mon frère. Et sinon, si je devais bivouaquer ce soir, j'irais dans la forêt de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Je suis retournée il n'y a pas longtemps. Vallée de Chevreuse, c'est là où j'ai fait mon premier bivouac en 2020. Et c'est trop beau, c'est à 1 heure de Paris, en RER B, très accessible, juste à côté de la gare. Allez-y. Il y a vraiment des très beaux oiseaux, en tout cas des beaux chants d'oiseaux. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à notre invitée, l'autrice et journaliste indépendante Marie-Albert d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que son ouvrage Rando Solo, le guide féministe, est disponible en librairie aux éditions Gallimard. Merci encore de t'être joint à nous. Merci à nos chroniqueuses Chloé et Alice et à notre réalisatrice Gabrielle. Merci à toutes de nous avoir écoutés pendant toute cette saison. C'était un plaisir d'aborder tout un tas de sujets sous un angle féministe avec vous. Merci à Chloé et Alice, un grand merci à vous deux pour vos chroniques brillantes et à Marion pour m'avoir accompagnée cette saison. Merci à Gabrielle pour les réalisations de toutes les émissions. On se retrouve dès septembre prochain pour une nouvelle saison de Don se lève et on se casse avec de nouvelles invités, de nouveaux sujets, de nouvelles chroniques avec Alice et Chloé. On a hâte de vous retrouver en septembre. D'ici là, on vous souhaite un très bel été, du repos, du soleil, plein de bonnes choses. On vous tient au courant du thème